Oui, donc Rudy, qu'est-ce que vous pensez de cette scène musicale que vous avez vue, découverte depuis hier en Centrafrique? Alors, nous sommes venus en Centrafrique justement parce que nous savions qu'il y avait une scène musicale importante, une scène musicale avec des artistes qui manquent parfois de confiance. C'est-à-dire, ils sont dans un pays dont la situation politique est difficile et on sait bien que la condition de l'artiste est souvent dictée par la situation sociale, économique, politique. Et donc vous avez des artistes qui, dans la création, n'ont pas moins de talent que les artistes, les superstars afro-américaines ou des stars françaises ou les autres stars africaines, mais qui, en termes de qualité de production, n'ont pas la possibilité d'avoir les bons studios, la bonne technologie pour enregistrer dans les meilleures conditions. Et donc, vous retrouvez cette frustration, mais aussi cette peur d'aller au devant de la scène internationale. Vous retrouvez ça dans l'entourage. Vous avez des managers, des producteurs, si tant est qu'il y ait des producteurs, mais en tout cas des managers ou des attachés de presse, qui ou ne savent pas faire le boulot, ou se disent on ne peut pas aller jusqu'à RFI, jusqu'à la BBC, jusqu'à d'autres médias internationaux qui pourraient normalement promouvoir tous ces talents-là. Donc il y a une création qui est importante, qui est multiple, qui est vraiment alors d'une diversité incroyable. Et puis vous avez ce côté timoré, c'est-à-dire qu'on n'y va pas, quoi. Normalement, un artiste, lorsqu'il crée, eh bien, son œuvre n'existe que si elle est partagée par le plus grand nombre. Oui. Et il y avait quelqu'un, un musicien de la diaspora qui était là hier. Quel est le poids de la diaspora dans cette scène musicale sud-africaine? Alors, il y a Steve Mav qui, lui, effectivement, se promène entre Bruxelles et Bangui. C'est quelqu'un qui a donc une autre réalité artistique en termes que ce soit de réussite ou de considération même. Parce que le problème de la considération également pour un artiste, c'est essentiel dans sa création et dans sa capacité à dire moi je peux m'exprimer, en tout cas de façon beaucoup moins frustrée. Et voilà quelqu'un qui, par cette liberté qu'il a en Belgique, il a une énergie et une dynamique différente. Donc, il essaie de la faire partager avec les membres du collectif qu'il a créé, le collectif Dongo. Et je trouve que c'est plutôt intéressant d'avoir ce genre de démarche. Et faire comprendre aussi que la diaspora, elle est importante pour les artistes du pays, parce qu'elle peut donner un exemple extrêmement positif, voire même de réussite. Mais il y a des artistes, évidemment, et heureusement, qui réussissent là, lorsqu'on enregistre Couleur Tropicale, et que l'on entend le public interpréter du début jusqu'à la fin une chanson. Pour moi, ça me suffit, c'est ça un tube. Je ne fais jamais de hiérarchie entre un tube afro-américain qui se vend à des dizaines de millions d'exemplaires et un tube centrafricain qui sera peut-être téléchargé 5000 fois, 10 000 fois ou 20 000 fois. Pour moi, ce sont deux tubes sur deux territoires différents, ou l'un sur un territoire plus important, mais qu'importe, pour moi, c'est un tube. Et c'est comme ça qu'il faut parler aux artistes, en leur disant, mais peut-être que tu ne gagnes pas autant d'argent que Jay-Z et que Beyoncé, mais la reconnaissance que tu as du public, c'est le premier salaire. Alors ces musiciens en Centrafrique ont des difficultés notamment en termes de salles. Il n'y a pas vraiment de salle pour eux où se présenter, ou sinon c'est des petites salles. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette initiative de l'Alliance française? Alors, je vais essayer de rendre un peu claire ma pensée. Le travail qui est fait ici, si vous interrogez un artiste, l'artiste vous dira « mais c'est exceptionnel » parce que grâce à l'Alliance française, au dynamisme d'Olivier Collin et de toutes ses équipes, on arrive à s'exprimer. On arrive à jouer, on arrive à rencontrer notre public. Dans le même temps, vous vous rendez compte que c'est la France qui permet ça sur un territoire étranger, même si l'Alliance française est son territoire, on ne va pas rentrer dans la diplomatie, mais sur un territoire étranger qui permet aux artistes d'un pays d'exister grâce à des infrastructures, grâce à une volonté, grâce à une vision. Là où normalement, c'est le gouvernement, c'est l'État centrafricain qui devrait permettre ça aux artistes. Moi je dis souvent, moi je suis un Africain de la Caraïbe, je suis de la Guadeloupe, mais de nationalité je suis français. Et je n'aimerais pas qu'en France, ce soit Donald Trump qui, par les moyens de l'État américain, permette aux artistes français de jouer et de s'accomplir. Donc on voit bien qu'on est dans quelque chose qui
au-delà de l'histoire, quelque chose qui normalement devrait être un accompagnement, ce que fait l'Alliance française, mais pas une planche de salut pour les artistes. Et c'est bien ce que c'est aujourd'hui, ici à Bangui en tout cas, mais je le vois dans d'autres pays hein, également. Et puis vous avez des Centrafricains qui vous diront « Ah, on ne veut plus d'ingérence, on ne veut plus de présence française, on ne veut plus de présence occidentale. » Oui, mais pour cela il faut construire son monde, construire son univers, bâtir son terrain pour permettre à tout le monde que ce terrain-là soit un espace de jeu capable de nous permettre de nous réaliser. Oui, je dis nous. mais c'est ça. Donc, évidemment, c'est fabuleux ce qui est fait à l'Alliance française. Moi, je sais que maintenant, j'ai décidé que selon les pays, selon les régimes politiques, lorsque je vais dans un pays, je préfère me retrouver à l'Institut français ou à l'Alliance française plutôt que de jouer dans le pays pour qu'on ne dise pas que je suis proche du pouvoir en place ou que je soutiens le pouvoir en place en venant, parce que nos venues sont toujours très populaires. Ouais, tout ça est très complexe, et pourtant on parle d'artistique et on en revient toujours à la politique. En même temps, il y avait beaucoup de salles auparavant dans tous ces pays africains, oui. Et elles ont toutes disparu les unes après les autres. Comment expliquer un tel phénomène? Parce qu'en réalité, la culture a toujours été le parent pauvre, parce que beaucoup n'ont pas compris que la culture c'est l'identité, l'identité c'est le peuple. Beaucoup n'ont pas compris que même lorsque vous appartenez à un pays dans un classement international dit pauvre d'un point de vue économique ou d'industrialisation ou tout ce que vous voudrez, on est toujours riche de sa culture, on est toujours riche de son identité. Et j'aime prendre l'exemple toujours de la Jamaïque. La Jamaïque ne serait pas connue à travers le monde, sauf pour les férus d'histoire qui parleraient d'esclavage et de la canne à sucre et tout ça, mais la Jamaïque ne serait pas connue s'il n'y avait pas eu une musique qui s'appelle le reggae, s'il n'y avait pas eu une philosophie qui s'appelle la philosophie Rasta, s'il n'y avait pas eu donc Bob Marley, et aujourd'hui s'il n'y avait pas eu quelqu'un comme Usain Bolt. Et la Jamaïque a compris ça. L'État jamaïcain joue sur ça. Lorsque vous parlez de la Jamaïque, vous parlez de culture et de sport, de rien d'autre, alors qu'il y a bien d'autres choses hein, en Jamaïque. Et il faudrait que les pays africains comprennent ça, comprennent que, et même en termes de politique intérieure, c'est exceptionnel pour un peuple. Il est fier de lui. Lorsque vous avez un peuple qui est fier de sa culture, fier de son identité, il travaille différemment. Il a une autre perception de lui-même, on parle de l'estime de soi, et il a une autre perception aussi de la politique, même lorsque les choses sont difficiles. Et sur la scène internationale, eh bien, il peut bomber le torse plutôt que de courber l'échine. Et malheureusement, bon nombre de Centrafricains à l'extérieur, mais d'Africains à l'extérieur du continent, ont plus tendance à courber l'échine qu'à bomber le torse. Et c'est pas normal. Oui. On doit être fier de ce que l'on est. Et toujours à propos des salles, pour en revenir à la salle en elle-même, bon, elle a été financée en partie par la MINUSCA, oui, et par d'autres gens. Qu'est-ce que vous pensez de cette participation des Nations Unies dans le territoire? La MINUSCA est là pour répondre aux problématiques d'urgence. Et vous avez des gens à la tête de ces institutions qui ont bien compris que par la culture, on peut aussi réparer les douleurs de la guerre, réparer cette guerre fratricide, parce que c'est une guerre fratricide, ce qui a été perpétré ici. Moi, je fais partie de ces gens qui pensent que moins il y a d'ingérence dans un pays, et mieux c'est. Mais là, ce n'est pas de l'ingérence, c'est la possibilité de permettre à un peuple de retrouver un peu d'espoir. Et pour qu'un jour, ils disent « Merci la MINUSCA, mais nous n'avons plus besoin de vous. Maintenant, nous sommes capables de reprendre le cours de notre histoire. » Il faut être respectueux des gens qui viennent vous aider. Oui, alors hier, vous avez un t-shirt rouge avec marqué Centrafrique. Je suis centrafricain. Je suis un pays. Oui. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quel est le message? Moi, habituellement, lorsque je suis dans un pays, j'ai toujours, lorsque je suis sur scène, j'ai toujours mon t-shirt avec la carte de l'Afrique. Ça peut paraître simpliste comme ça, comme message, hein, mais c'est une façon pour moi d'afficher ce besoin, cette urgence d'unité. D'ailleurs, le slogan de Couleur Tropicale, de la Génération Consciente, c'est « s'unir pour bâtir, c'est grandir ensemble ». Le panafricanisme, pour moi, ce n'est pas le rejet de l'autre, ce n'est pas l'opposition à l'autre, à l'occidental, au regard des affres de l'histoire. Moi, je suis quelqu'un qui, sur l'histoire, en France, par exemple, je suis le premier à avoir organisé, le 23 avril 1993, une marche de commémoration de l'abolition de l'esclavage. Donc, j'ai une vision très claire. Pour moi, on doit se servir de l'histoire pour
expliquer le présent et bâtir l'avenir. Mais on ne doit jamais être prisonnier des épisodes de l'histoire, jamais être enfermé. Et donc, lorsque je suis en Centrafrique, je n'ai pas envie de porter un t-shirt purement panafricaniste. Et on m'a offert ce t-shirt-là à l'aéroport, je suis centrafricain. Et comme je cherchais ce que je devais porter, et ben là j'avais trouvé ce que je devais porter. Et je trouvais que c'était plutôt bien qu'on m'ait offert ça. Ça veut dire qu'on est dans une communion d'idées. Je suis centrafricain. C'est dire que moi je ne sais pas d'où mes ancêtres ont été déportés. Et comme le gros des esclaves ont été déportés du golfe de Guinée, donc d'Afrique centrale en particulier, peut-être qu'ils sont allés chercher mes ancêtres jusqu'au fin fond du cœur de l'Afrique centrale pour les déporter donc à partir des côtes. Donc je ne sais pas, mais de dire aux Centrafricains, moi, Africain de la Caraïbe, je suis Centrafricain, ça veut dire que je suis venu là pour être au service de ce peuple-là, sans aller trop loin parce que je ne suis quand même pas, d'un point de vue citoyenneté, centrafricain, mais dire que je suis en communion avec vous et je me mets au service si vous avez besoin de moi. Voilà ce que voulait dire mon t-shirt. J'étais un peu long, je suis désolé. D'accord. Et là, vous venez d'organiser une longue discussion avec la jeunesse ici. Qu'est-ce que vous avez retenu? Cette longue conversation que vous venez d'avoir avec la jeunesse centrafricaine. Alors, il y a beaucoup de paradoxes dans les propos des uns et des autres, mais c'est normal, à la limite. Vous êtes dans une situation un peu compliquée, donc on peut pas avoir, tout le monde ne peut pas avoir la bonne analyse, si tant est qu'il y ait une bonne analyse. Il y a une jeunesse qui est donc consciente de sa réalité, consciente des difficultés. Je pense qu'il y a encore beaucoup de colère dans le cœur de beaucoup. Il peut aussi y avoir de la haine, mais on avait prévenu qu'aucune posture de haine ne pourrait s'exprimer lors de cet atelier Génération Consciente. Ce n'est pas l'esprit de la Génération Consciente. Il y a une jeunesse qui a envie de se dire il faut que le terrain soit nettoyé, déblayé et qu'on puisse enfin vivre normalement comme n'importe quel jeune à travers le monde. Mais dans le même temps, j'ai entendu beaucoup de jeunes prisonniers d'une situation locale, centrafricaine, mais aussi d'une situation africaine. C'est-à-dire, et j'expliquais à un des jeunes qui me disait « Ouais, mais nous, la manipulation, le truc, on nous ceci, on nous oppresse, les Occidentaux et tout cela. » Et je lui disais que moi qui ai 54 ans, à l'âge de 16 ans, c'est ce que je disais. Mais j'avais 16 ans et c'était une autre époque. Et qu'aujourd'hui, tout ça, on sait qu'il y a des forces, on sait que l'Occident veut continuer à asseoir son pouvoir sur le monde. L'être humain est comme ça. Tout comme par exemple ici en Centrafrique, les Bantous ont le pouvoir sur les Pygmées. C'est bien ça l'histoire de l'être humain. Et vous avez du mal à essayer d'expliquer ça aux gens sans qu'ils se disent que vous êtes contre leurs propos. Et donc vous avez des Centrafricains qui sont prisonniers de ça et prisonniers d'une vision de l'Afrique contre le reste du monde et contre l'Occident. Et vous devez arriver à expliquer aux uns et aux autres, mais ce qui est important, c'est ce que vous avez c'est votre capacité à dire non et à construire votre monde. Pas à juste dénoncer ce que nous savons tous déjà. Mais comment est-ce que vous imaginez votre monde et comment est-ce que vous le construisez? Vous devez être capable de faire abstraction de certaines choses en sachant que ça existe et en vous disant maintenant entre nous, on va penser la Centrafrique de demain et on va penser la Centrafrique de cette jeunesse qui doit prendre ses responsabilités. Et ça, c'est la chose la plus difficile. Mais heureusement, j'ai dans ce flot de protestation et de dénonciation connu de tous, il y avait des lumières comme ça exceptionnelles. Des jeunes qui avaient, des femmes, des hommes qui avaient des propos mais extraordinaires. Comment est-ce que l'on construit? Et moi j'ai eu des moments d'émotion mais vraiment importants et j'ai des moments de frustration parfois, des moments de déception aussi, mais Génération Consciente, on ne voit que ce qui éclaire le chemin et pas ce qui l'assombrit. Et donc moi j'ai confiance en cette jeunesse-là. Ça va être dur pour elle mais j'ai confiance en elle. Bon, maintenant, hier vous avez électrifié la salle, vous avez été accueilli comme une star que vous êtes, et vous avez apporté un espoir à cette jeunesse qui va vous voir repartir un peu en deuil. Quand est-ce que vous allez revenir? Je ne sais pas, mais alors je vais faire un aveu. On m'a demandé à plusieurs reprises de réfléchir à des projets justement pour désenclaver en termes de perception la République centrafricaine, comment est-ce que l'on pouvait aider la jeunesse, comment est-ce que l'on pouvait aider à la réconciliation nationale. J'ai travaillé sur des dossiers que j'ai fait passer et pour l'instant on ne m'a pas répondu
Et comme je dis, moi je ne suis certes pas centrafricain, mais moi je suis un militant. Et si je peux aider à travers ça, si je peux vous aider à faire ce que je vous propose, je le ferai volontiers. Donc j'ai envie de m'impliquer. Est-ce que l'on va m'appeler pour? Est-ce que je ne vais pas être face à des gens qui vont dire « Oh ouais, mais si lui il arrive, là, lui Claude Issiard que les gens connaissent, est-ce qu'il ne va pas nous faire de l'ombre et est-ce que je ne vais pas moi me retrouver dans des histoires d'argent aussi ?» J'en sais rien. Je fais confiance à ceux qui m'ont demandé de faire un travail. J'ai donné ce travail-là. On verra bien s'il y aura une suite. Mais moi, j'ai envie de m'impliquer. Mais si je ne m'implique pas avec des gens qui ont qui ont le pouvoir et qui ont la capacité de changer les choses, je le ferai avec la société civile. C'est ce que je fais dans d'autres pays, c'est ce que je ferai aussi en Centrafrique. Bon, merci beaucoup. Merci.